Quand j'ai fait ma bar mitzvah, j'ai mis les tefilines pendant 3 ou 4 jours, puis je me suis demandé pourquoi je mettais ces trucs-là sur mon bras et sur mon front, parce que je suis laïque, et j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être juif? C'est pas une définition religieuse, et pour moi ça a été une définition nationale. Donc si je suis juif, il faut que j'aille dans le pays des juifs, et c'est ce que j'ai fait donc quand je suis venu ici. Michel Granec, bonjour. Bonjour Cathy. Merci de nous accueillir chez vous. On est dans l'antre du psychanalyste. Exactement. Là, c'est là où tout se passe. Donc vous êtes psychanalyste, psychiatre en Israël depuis 47 ans. 47 ans plus, enfin 47 ans d'affilée, mais j'avais fait précédemment en 72 mon stage de médecine ici en Israël. J'étais censé repartir en France pour le service militaire quand la guerre de Kippour a éclaté, donc je suis resté encore quelques mois à faire du volontariat à l'hôpital à Kaplan, à Rehovot, où j'avais fait le stage. Vous avez une longue carrière, vous avez été directeur adjoint du dispensaire en psychiatrie de l'hôpital Géa, vous avez également été, vous avez dirigé à l'université de Tel Aviv le département de psychothérapie psychanalytique. Oui. Évidemment, vous continuez à travailler ou... Oui, je continue à travailler, mais j'ai commencé à lever le pied un peu. C'est-à-dire que je vais avoir du temps pour autre chose, pour, je sais pas, pour être grand-père. Pour écrire. Pour jouer du piano, pour, moi l'expression, pour glander. Vous l'avez bien mérité, je crois. Vous êtes arrivé tout jeune en Israël, c'était pas tout à fait à la mode, bien qu'il y ait eu des événements, je pense aux nombreuses guerres, notamment la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, qui ont fait beaucoup, on va dire, qui ont beaucoup d'effets sur la jeunesse juive en France. Mais vous, si je vous dis que c'est plutôt ce qui se passait à la maison, ce qui s'était passé dans la vie de vos parents. Mes parents, d'abord, se sont connus dans la résistance juive. Et ma mère était EI, mon père, il n'était pas dans des mouvements, il était plus individualiste. Mais si vous voulez, c'était assez clair pour eux qu'ils allaient venir en Israël. Et puis, la vie s'est engrenée. Ils ont eu un enfant, moi, ils ont commencé à travailler, etc. Alors, de facto, ils ne sont pas venus, ils ont fait des voyages en Israël de temps en temps, mais à la maison, Israël, c'est quelque chose qui était très, très présent. On le comprend, hein. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle Un grand voyage, aux éditions Reinhardt. Pourquoi vous avez écrit ce livre? Mes parents se sont connus en 1943, ils sont restés ensemble jusqu'en 2017, ils sont séparés que 3 semaines, 3 semaines qui ont séparé la mort de ma mère de celui de mon père. Pendant que, donc après le décès de ma mère, j'ai mis de l'ordre dans des papiers avec mon père et je suis tombé sur une carte postale dont j'ignorais l'existence, carte postale qui avait été envoyée par mon grand-père, le père de mon père, de Drancy, la veille de sa déportation vers Majdanek, carte postale dans laquelle, dans un français épouvantable, plein de fautes d'orthographe de français, il disait qu'il partait pour un grand voyage. Alors ça a été le titre du livre. Alors j'étais assez bouleversé par cette carte postale. Et quand j'ai fait l'éloge funéraire de ma mère d'abord, mon père ensuite, j'ai un peu rappelé certaines choses. Et tout ça c'est un peu condensé. J'ai voulu d'abord comprendre un peu plus ce qui s'était passé avec mon grand-père. Et je me suis dit que je devais à mes parents d'étoffer un peu ce que j'avais dit lors de leur éloge funéraire, enfin leur décès. Et du coup, j'ai fait un peu des recherches sur ce qui s'était passé avec mon grand-père pour ce que j'ai pu en savoir. Votre père dont vous portez le même nom d'ailleurs. Oui, enfin moi je suis en hébreu, je suis Moshe Aryeh, lui était Moshe Kleib, c'est la même chose. Je crois que ça a été un triple travail de deuil, enfin, c'est quelque chose que j'ai compris après coup. En écrivant ce livre, j'ai fait le deuil de mes parents, ça je le savais, mais je me suis rendu compte que j'avais fait aussi le deuil de ce grand-père que je n'avais pas connu et dont j'avais jamais fait le deuil, bien entendu. Et que, en fait, ça remonte même à plus loin, parce que je crois qu'il y avait une espèce d'identification inconsciente chez moi à ce grand-père, une identification cryptique, on appelle ça en psychanalyse, et que le fait que je porte le même nom que lui, c'est quelque chose j'ai beaucoup
compris rétrospectivement, après coup, que ça avait une influence très importante sur votre vie. Et finalement, écrire le livre, c'était un peu essayer d'éclaircir un peu tout ça. Un très beau livre, vraiment très très bien écrit, magnifique. Bon, on en profite pour ceux qui ont envie de se plonger dans votre histoire, ceux qui vont peut-être regarder et être intrigués par l'histoire aussi de vos parents. Qu'est-ce qu'il aurait pensé votre grand-père du fait que vous viviez en Israël? Ah, ça, je suis sûr qu'il aurait été très, très heureux. Je suis sûr que mes 4 grands-parents auraient été... qui ont vécu Non, mes grands-parents maternels sont... Non, ma grand-mère maternelle est décédée en France, mon grand-père maternel est venu en Israël. Non, je suis sûr qu'ils auraient été très heureux. Le sentiment vraiment que je réalisais quelque chose que eux auraient voulu réaliser. Ça rend plus fort? Oui, enfin, je ne sais pas si fort, mais je veux dire, ça renforce quelque chose dans l'identité. Je veux dire, c'est comme si on m'avait transmis quelque chose, mes grands-parents, mon grand-père à travers mes parents directement, et que je venais continuer cette transmission. Et que peut-être, enfin pas peut-être, c'est sûr que pour ma petite famille, le livre, c'est aussi un désir de transmission, comme il est dédié à Talia, ma petite fille, mais ça va au-delà. C'est impressionnant quand on voit le parcours de vos parents qui étaient dans la résistance juive, c'était des véritables héros. On imagine l'ambiance familiale. Après la guerre, vous avez dû baigner dans une atmosphère très particulière. Exactement, parce que c'était pas seulement, enfin c'était mes parents, mais aussi finalement tout le cercle de leurs amis étaient aussi des gens qui avaient été dans la résistance, beaucoup à Lyon, d'autres endroits, des anciens IF. Donc finalement, tout ce milieu dans lequel j'ai baigné, c'était des gens qui louchaient vers Israël. En tout cas, c'était des gens pour qui Israël avait une importance considérable. Exactement. Et Israël a toujours été présent pour moi. Enfin, j'ai un souvenir un peu particulier. On habitait dans le 16e, dans des lieux juifs. On allait pour les fêtes chez mon grand-père qui habitait dans le 9e, etc. Et là, c'était très, très juif. Mais moi, j'étais dans une école laïque. Et quand la guerre du Sinaï en 1956 a éclaté, j'étais donc au cours moyen 2, en 7e, et je crois que j'étais le seul enfant de la classe à savoir qu'il y avait une guerre qui se passait là-bas du côté du canal de Suez. Et pendant que tous les gosses jouaient dans la cour, moi aux récréations, je m'amusais à tracer des cartes complètement imaginaires d'Israël qui faisait je ne sais quel exploit contre les Égyptiens, contre Nasser, etc., etc. Quand vous êtes arrivé ici, jeune homme, vous étiez célibataire, en fin d'études. Est-ce que vous avez été surpris par ce que vous avez trouvé? Pas surpris parce qu'avant de venir, j'ai fait 4 ou 5 voyages l'été en Israël, donc je connaissais bien le pays. Bon, évidemment, c'est différent de se balader en stop et d'aller à la plage ou de cueillir des bananes dans un kibboutz ou de travailler comme médecin, mais finalement je connaissais un peu, je connaissais l'ambiance et je savais où j'arrivais. C'est une fierté d'être là. Oui, j'étais fier et en plus j'avais un peu le sentiment de réaliser finalement ce que mes parents n'avaient pas réalisé, de faire quelque chose qui n'avait pas été réalisé par eux et que je venais réaliser moi, pour moi, mais pour eux aussi en quelque sorte. Alors eux ont été des héros, vous étiez un pionnier, c'était un peu ça l'équation? Quelque chose comme ça. Bon, héros, oui, bon, effectivement, on peut le dire, mais ils ont sauvé les Juifs. Oui, oui, c'est marrant parce que j'ai jamais eu l'idée d'appeler mon père ce héros, c'est Victor Hugo qui a dit ça, mais oui, vous avez raison. Comment on quitte, on va dire, la culture française qui vous habite depuis toujours pour venir s'intégrer dans un pays tellement différent, un pays chaud, un pays qui démarre. C'est très différent d'Israël d'aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Enfin, je veux dire, quand on montait, on était coupé. Oui, oui, absolument. Je ne sais pas si j'ai quitté la culture française, parce que bien qu'étant ici depuis 47 ans, je lis essentiellement en français. J'écris beaucoup plus facilement en français qu'en hébreu. Bon, je suis peut-être un peu coupé de ce qui se passe en France au niveau culturel. Enfin, je sais pas, des romanciers à la mode ou même des films qui sont sortis, je suis peut-être un peu coupé, mais je continue à lire en français. Et je ne crois pas que j'ai été coupé de la culture française. Mais l'ambiance, effectivement, vous avez parfaitement raison, l'ambiance dans laquelle je suis venu vivre est totalement différente de l'ambiance dans laquelle je baignais en France, ça c'est sûr.
Quel regard vous jetez aujourd'hui sur la société israélienne de 2022? Je dis souvent que je vis dans un pays qui n'est pas dans lequel je suis venu. Enfin, le pays a beaucoup changé, ou alors c'est moi qui ai une nostalgie. Et peut-être c'est encore pour moi encore plus vrai avant 67 ou même avant 72. Je pense qu'il y avait, dans le temps, il y avait un esprit de communauté, beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus d'entraide, les portes ouvertes. Quand une voisine n'avait pas de lait, elle frappait ou elle frappait pas d'ailleurs, elle entrait chez la voisine, elle prenait du lait ou un œuf. Aujourd'hui, je crois qu'on hésite on téléphone, est-ce que je peux venir, ou on téléphone pas. Enfin, je crois qu'il y a vraiment une mentalité totalement différente. Beaucoup plus narcissique, enfin c'est mon opinion, c'est dommage. C'est peut-être comme ça, pas seulement en Israël, c'est peut-être, je crois que c'est une évolution dans le monde entier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui font le choix de l'Aliyah aujourd'hui? Je crois que matériellement, c'est quand même plus facile, il y a un niveau de vie plus élevé. Vous avez mentionné l'Internet, etc. Je crois qu'effectivement, on est beaucoup moins coupé. Enfin, on est beaucoup plus facile. Les voyages sont beaucoup plus faciles. Hein. Donc, je crois qu'on est moins coupé que moi je ne l'étais. Mais d'un autre côté, je pense que c'est un pays qui est moins sympa, disons, que celui dans lequel je suis venu. Mais pourtant, vous ne partiriez pas. Ah non, non, il n'est pas question que je parte. Vous vous sentez israélien? Ah oui, je suis israélien et français. Enfin, non, plus israélien que français. Mais enfin, si vous voulez, j'ai du mal à dire que je suis français, mais la plupart de mes livres, c'est en français. C'est votre langue, on va dire. Oui, vous avez dans votre patientèle des nouveaux immigrants qui, voilà, le transfert n'est pas facile. Oui, c'est sûr qu'il y a... Vous dites transfert chez nous, en psychanalyse, c'est un autre sens. Exact. Et puis d'ailleurs, en politique, c'est un troisième sens. Aussi. Et puis en économie, c'est un quatrième sens. Il m'est arrivé d'avoir des nouveaux immigrants francophones. Par exemple, il y a 2-3 ans, quelqu'un qui avait commencé un travail en France et qui est venu un peu brutalement et qui a voulu poursuivre un travail. Mais bon, c'était une jeune femme qui s'est très bien intégrée très rapidement. Vous croyez qu'on fait encore une aliyah idéologique, comme vous, comme la vôtre? Je crois que oui, mais je pense qu'il y a d'autres facteurs. Enfin, je pense qu'en France, il y a eu souvent, ces dernières années, un facteur économique pour certains qui sont venus mettre leur denier de côté à l'abri. D'autres, il y a quand même l'antisémitisme en France est totalement différent de ce que moi j'ai pu ressentir. Enfin, moi j'ai pas ressenti d'antisémitisme. L'antisémitisme pousse quand même beaucoup de jeunes à venir. Pour le coup, c'est le regard que vous portez sur la France, vous qui avez perdu votre grand-père, qui a été déporté à partir de Drancy. Ouais. Quand on sait qu'on a fêté là, le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv. Alors bon, il n'a pas été raflé pendant la rafle du Veldiv, mais c'est douloureux encore de voir que ah oui, c'est douloureux de voir que la France, juste pendant la guerre, je crois que ça a été une surprise pour énormément de Juifs qui étaient venus en France en pensant qu'ils seraient à l'abri, c'était les droits de l'homme, etc., une terre d'accueil. Et puis brutalement, c'est les autorités françaises qui ont livré les Juifs aux Allemands. C'est la SNCF qui a déporté les Juifs, c'est la RATP, non c'était pas la RATP, c'est l'ancêtre de la RATP, j'ai oublié son nom, qui a fait la rafle du Veldiv et qui emmenait les Juifs de la gare du Bourget à Drancy ou de Drancy à la gare du Bourget. Enfin, donc c'est douloureux de voir qu'il y a une certaine France. Il y a un bouquin comme ça qui s'appelait Une certaine France. Et puis aujourd'hui, quand on voit que l'antisémitisme continue à exister, puis en plus il a pris le masque de l'anti-israélisme ou anti-sionisme, et là l'extrême droite et l'extrême gauche se rejoignent, il y a quelque chose qui est douloureux parce que on a quand même... Non, je ne dis pas qu'Israël est un État parfait, ça, loin de là, et au niveau politique, certainement pas. Enfin, c'est mon opinion. Mais il y a une telle déformation quand on parle, enfin, quand on décrit Israël comme un pays d'apartheid ou des choses comme ça. Comment le psychanalyste que vous êtes l'explique? Moi, je crois que
je crois qu'il y a vraiment un antisémitisme latent qui prend plusieurs formes, qui a été au début essentiellement religieux, qui peut-être, quand la nouvelle religion, le christianisme, a voulu se démarquer parce qu'au début, les Romains qui voulaient quitter le paganisme, certains se convertissaient au judaïsme, d'autres au christianisme. C'était un peu la même chose. Le jour du repos pour les premiers chrétiens, c'était le samedi. Le Shabbat, c'était le samedi. Puis après, pour se démarquer, c'est devenu le dimanche, etc. Et ils ont fait plein de choses pour se démarquer. Et puis, bon, évidemment, le crime de déicide, ça fait beaucoup de mal. Alors, il y a une phase où l'antisémitisme a été surtout religieux. Mais depuis un bon bout de temps, il est plus tellement religieux. Et c'est beaucoup plus quelque chose d'identitaire. Et puis aujourd'hui, c'est devenu politique. Je pense qu'il y a une forme il y a quelque chose qui est latent, qui est là et qui cherche et qui attrape. Alors, une fois la religion, une autre fois l'identité, et évidemment, l'antisémitisme, le racisme, qui a été très à la mode à la fin du 19e et au 20e, bien entendu, et amené à un summum avec les nazis. Aujourd'hui, c'est autre chose. Israël est le juif du monde. C'est triste. Ça vous fait mal, ça? Oui, ça fait mal parce que, encore une fois, je suis pour qu'il y ait deux États, un État palestinien et un État israélien ou juif. Ça me semble clair qu'on ne peut pas dominer comme ça un peuple ad vitam aeternam. Mais d'un autre côté, quand je vois la manière laquelle Israël est parfois décrit dans les médias en France ou ailleurs, ça me fait mal parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une déformation terrible et qu'il y a comme s'il y avait des idées préconçues qui étaient très prégnantes. En 68, j'étais déjà sioniste, j'étais en deuxième année de médecine et il y avait donc à l'hôpital Cochin où je faisais mes études, le CHU Cochin, il y avait un groupuscule maoïste très très virulent. Et je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un type qui m'a expliqué que sioniste, c'était un raccourci de expansionniste. Je lui dis non, sioniste, c'est le Mont Sion, Herzl, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein d'idées préconçues et sioniste, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas que c'est le retour à Sion, mais on met là-dessus tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même des choses, j'imagine que oui, que vous appréciez ici, que vos parents ont apprécié aussi, parce que pour eux aussi, ça devait être quelque chose d'incroyable? Mes parents ont apprécié. Mes parents, politiquement, étaient plus à droite que moi. Il y avait une certaine divergence là, on ne votait pas la même chose. Mes parents sont venus en 79. Je suis venu le premier, ma sœur est venue 1 ou 2 ans après. Je crois que mes parents avaient tendance à idéaliser le pays beaucoup plus. Pour eux, ils avaient finalement, après un détour de 44 ans, réalisé ce qu'ils avaient voulu faire beaucoup plus tôt. Ils ont expérimenté dans leur chair le fait de ne pas avoir de pays, d'être un juif errant, qui se sauve, qui se cache. Surtout, mes parents, moi je suis français, enfin j'étais déclaré français, mais eux étaient apatrides. C'est curieux parce que mon père donc a fait dans la résistance, ma mère, mais quand il n'a pas été reconnu comme... il a des décorations, des trucs, des machins, mais ça n'a pas empêché que quand il a voulu se faire naturaliser... Ils n'ont pas laissé. Non, si, mais il fallait l'envoyer je crois que c'était en Indochine à l'époque, à l'armée en Indochine. Alors... pas jusque-là. Il n'a pas voulu refaire du période de service militaire. Il n'a pas été reconnu comme un ancien combattant. Justement, je vous repose la question. Qu'est-ce que vous aimez dans cette société et qu'est-ce que vos parents ont aimé? C'est plus facile pour eux. Je crois qu'ils ont aimé l'état des Juifs, l'état où ils sont chez eux, etc., où il n'y aurait pas de rafle du Veldiv, il n'y aurait pas de Drancy, et quelque chose qui donne comme une sécurité au peuple juif. Mais je crois qu'eux, si vous voulez, ils étaient beaucoup plus pour un État d'Israël fort, etc. Finalement, pourquoi je suis venu en Israël? Parce que quand j'ai fait ma bar mitzvah, j'ai mis les tefilines pendant 3 ou 4 jours, puis je me suis demandé pourquoi je mettais ces trucs-là sur mon bras et sur mon front, parce que finalement, je ne croyais pas, je suis
laïque. Et j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être juif? C'est pas une définition religieuse. Et pour moi, ça a été une définition nationale. Donc, si je suis juif, il faut que j'aille dans le pays des juifs. Et c'est ce que j'ai fait donc quand je suis venu ici. Et c'est vraiment le sionisme, si vous voulez. Alors, c'est ce que j'aime dans ce pays. C'est le pays des juifs. Mais j'aimerais que ce soit un pays des juifs au niveau identité nationale, mais pas forcément religieux. Je crois qu'on peut avoir une culture juive sans être religieux, peut-être. On connaît moins bien, mais... Et c'est ce que j'aime dans ce pays. Il y a quand même une convivialité que je peux aimer. Bon, il y a quelque chose qui est un abord direct chez les gens. C'est un peu, des fois, rugueux, un peu mais rousse-passe. Les convenances, c'est peut-être pas quelque chose les convenances à la française, c'est peut-être pas quelque chose qu'on pratique trop ici, mais il y a quand même quelque chose qui est sympa. Puis bon, c'est un très beau pays, c'est un pays d'une richesse absolument extraordinaire. Je veux dire, au point de vue culturel, on ne peut pas retourner une pierre en Israël sans trouver les vestiges d'une certaine époque, etc. Il y a une richesse culturelle quand même absolument remarquable. Le fait que ce soit le pays de la Bible, pour moi, ça me parle beaucoup. Encore une fois, je ne suis pas religieux, mais pour moi, c'est évident qu'il y a une continuité entre ce que j'ai pu lire dans la Torah, dans la Bible, et l'endroit où j'habite. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument remarquable. C'est les racines. Le fait que mes 2 filles soient des tsabariotes, soient nées en Israël, c'est quelque chose qui est très important. Alors, c'est très important, mais j'ai tenu à leur parler français quand elles étaient petites, justement pour qu'elles sachent parler français. Et ça, c'est quelque chose qui était aussi important pour moi. Mais elles sont tsabariotes. Il y en a l'une des 2 qui a à un moment parlé d'aller vivre à l'étranger. Bon, elle serait partie si elle avait voulu, mais ça m'aurait fait mal qu'elle quitte l'Israël. Bon, si c'est pour 1 an ou 2, ok. Pour moi, c'est très très important qu'elle soit israélienne, tsabariote. Ma petite fille est tsabarite. Et le petit garçon qui va naître, si tout va bien, sera tsabar aussi. C'est magnifique. Juste pour finir, puisqu'on parlait d'identité, de transmission, aujourd'hui on peut vivre avec cette multiple identité ou cette double identité française, israélienne? Oui, je crois. Je crois qu'on vit ça beaucoup mieux. D'abord, il y a plein d'Israéliens qui cherchent à avoir un passeport portugais ou espagnol, etc. et qui font des pieds et des mains pour avoir. C'est curieux parce que quand je suis arrivé en Israël, moi j'avais toujours cru que j'étais français d'abord et puis après que j'étais devenu israélien. Et on m'a dit, mais Granek, c'est polonais, t'es polonais toi. Alors j'ai découvert que j'étais polonais en arrivant Enfin, j'ai découvert, je savais bien sûr, mais je veux dire, j'avais jamais ressenti une identité polonaise, zéro. Chez mes parents, on portait pas les Polonais avec ce qui s'était passé pendant la guerre, il n'était pas trop... Bon, ma mère qui parlait polonais, puisqu'elle est arrivée en France à 13 ans, elle avait complètement oublié le polonais. Mon père qui parlait polonais, qui est arrivé en France à 5 ans, alors lui, zéro. Ma mère, sur le tard, elle a commencé à avoir des mots qui revenaient. Quand je suis arrivé en Israël, que j'étais polonais, j'étais un peu estomaqué. Parce que j'ai toujours cru que j'étais français, devenu israélien, et puis là, non, on m'a dit non, t'es polonais. Bon. Qu'est-ce que vous aimeriez souhaiter à ceux qui font le pari de l'Aliyah, qui vont arriver cet été? Arriver avec les pieds sur terre, arriver en sachant que ce n'est pas le pays où coule le lait et le miel. Dans le sens où il faut se battre pour travailler, c'est ça? Parce que... Il faut se battre. Il y a quelque chose qui est souvent dramatique, c'est des gens qui arrivent très qualifiés, ne retrouvent pas toujours un emploi, une profession qui est au niveau de leur qualification. Il faut de la patience pour... Il faut de la patience et il faut de la patience et puis il faut des fois aussi de la vitamine P, du piston. Parce que non, c'est triste, il y a des gens qui sont, je sais pas, des gens qui ont été des universitaires, qui sont diplômés, qui ont ceci, qui ont cela, et qui ont du mal à, je sais pas, il y a des avocats par exemple qui doivent repasser des études ici parce que leur diplôme d'avocat... En même temps, il faut apprendre l'hébreu. Il faut apprendre l'hébreu et puis il faut reprendre toute une autre législature. Et alors, c'est souvent dur, et il faut être prêt à ça, savoir qu'on ouvre les bras, il y a peut-être des petits drapeaux quand on arrive à Ben Gurion, mais c'est pas toujours facile. Je crois qu'il faut être prêt à ça. Ceci dit, c'est le pays des Juifs.